Chers amis, bonjour. Nous poursuivons notre cycle consacré aux maréchaux de Napoléon. Et je vais vous parler aujourd'hui de l'un des plus grands, sinon le plus grand, le maréchal Louis-Nicolas Davout, dont la famille avait pour adage « Quand un Davout sort du berceau, une épée sort de son fourreau ». Anoux est une petite commune rurale de l'Yonne, au sommet d'un plateau entouré de champs et de forêts, à proximité d'Avallon, dans le parc naturel régional du Morvan. Le cœur du village se situe autour de son église, l'église Saint-Jean-Baptiste, qui remonte au XIIIe siècle et se caractérise par son clocher carré assez élevé, surmonté d'une fine aiguille. Avec son vieux château, dont il ne reste que des ruines, elle témoigne de son passé médiéval. C'est à Anoux, dans une modeste maison de campagne qui est marquée par une plaque commémorative, que vint au monde Louis-Nicolas Davout le 10 mai 1770. Cette maison avait été louée par son père, Jean-François, lieutenant à Royal-Champagne, issu d'une vieille famille aristocratique bourguignonne remontant au XIIIe siècle. Peu après sa naissance, ses parents s'installèrent à une douzaine de kilomètres d'Anoux, à Étivé, où il passa une bonne partie de son enfance et où naîtront ses deux frères, Alexandre et Charles. À un âge précoce, le petit Louis-Nicolas excellait dans tous les domaines, scientifiques, littéraires ou artistiques. Un véritable enfant prodige qui faisait l'admiration de sa famille. Plus tard, lorsqu'il commença sa brillante carrière militaire, il n'en imposait pas par son physique. Il était déjà presque chauve, très myope, pas très grand, mais néanmoins de robuste constitution et déjà de caractère bien trempé et impérieux, et d'une franchise désarmante, ce qui ne le rendait pas très populaire. Mais il était unanimement admiré pour son intelligence, sa vaillance, sa générosité, mais aussi sa probité inattaquable. Par ailleurs, sous ses dehors peu attrayants, il dissimulait un cœur noble et sensible, comme en témoignent son dévouement et son amour pour sa mère. En 1793, celle-ci, alors âgée et infirme, fut enfermée dans la prison d'Auxerre, en tant qu'aristocrate. Il fait alors les plus pressantes démarches pour obtenir sa libération, et n'y étant pas parvenu, il se fit incarcérer avec elle afin de pouvoir lui prodiguer ses soins à tout instant. Il lui était d'autant plus attaché que, devenue veuve en mars 1779, et dans une situation financière compliquée, elle l'éleva seule, ainsi que ses deux frères. Il n'avait alors que 9 ans. Louis-Nicolas Davout conserva également un souvenir ému de sa grand-mère, qui l'accueillera chez elle à Avallon lorsqu'il commença à préparer son entrée à l'école royale militaire d'Auxerre. Celle-ci était tenue par les bénédictins de Saint-Maur, dont les méthodes d'éducation étaient novatrices, mais contestables. Une place importante était donnée aux mathématiques, aux langues, allemand et anglais, et aux exercices physiques intenses. Louis-Nicolas, habitué à la liberté et à jouer avec les petits paysans de son âge, se pliait mal à cette sévère discipline de l'école, mais il reconnut plus tard tout ce que lui avait apporté leur enseignement.
C'est en septembre 1785 qu'il entra à l'École royale militaire de Paris, en qualité de cadet gentilhomme, une école que venait tout juste de quitter un certain Bonaparte. Il en sortit sous-lieutenant et rejoindra alors son régiment Royal Champagne cavalerie, qui avait été celui de son père et de son oncle en 1787. Curieusement, ses professeurs notent qu'il montrait peu de moyens et de bonne volonté pour l'état militaire. Il est vrai qu'il s'occupait davantage à lire Voltaire et Rousseau qu'à bûcher sur les ouvrages nécessaires à sa formation d'officier. La Révolution française, qui éclata soudainement, interrompit ses lectures, et il embrassa aussitôt avec ardeur ses idées généreuses. Il démissionna de l'armée, mais il sera pourtant élu lieutenant-colonel du 3e bataillon des volontaires de Lyon, et il s'illustrera dans l'armée du Nord sous le commandement de Dumouriez. C'est à ce moment-là que fut inventé par le physicien Claude Chappe le télégraphe, qui allait bouleverser les moyens de communication entre Paris et les troupes armées. Avec le télégraphe, un message mettait moins de 2 heures pour arriver à destination, contre 4 jours auparavant pour couvrir la distance entre Paris et Strasbourg. Quand il arrivait, car il était souvent intercepté en cours de route. Claude Chappe avait donc inventé un mécanisme ingénieux permettant, à l'aide de bras articulés actionnés par un système de poulies et de cordes, d'envoyer des signaux de points hauts, visibles de très loin et relayés tous les 10 km environ. Sans entrer dans les détails, sachez que ces bras articulés étaient fixés sur des tours existantes, clochers d'église ou autres, et là où il n'y en avait pas, sur des bâtiments spécialement construits à cet usage. C'est ainsi que fut construit dans la commune natale de Davout une tour carrée en pierre d'une 12aine de mètres de hauteur que l'on appela tout naturellement la tour Chappe. On en dénombrera au moins une dizaine similaires dans Lyon, mais toutes actuellement sont effondrées, sauf celle d'Anoux, restaurée en 1999 et qui reste un élément remarquable du patrimoine iconé. Premier exemple de communication rapide et à grande échelle, et véritable révolution pour l'époque, le télégraphe Chappe peut être considéré comme le lointain ancêtre d'Internet. En juillet 1793, Louis-Nicolas Davout est nommé général de division. Mais, à la surprise générale de sa hiérarchie, il refuse ce poste, s'estimant encore trop inexpérimenté. Ce Davout n'était décidément pas comme tout le monde. Son caractère le portait à la rigueur. Il n'ignorait pas que cette rigueur, cette dureté, rebutait les meilleurs. « Je ne puis me dissimuler, écrivit-il un jour à Berthier, que souvent mon exigence et ma sévérité dans le service aliènent de bons officiers jusqu'à ce qu'ils aient le temps d'apprécier mes motifs. » C'est vrai qu'il était sévère avec ses troupes, et plus on était élevé en grade, plus on risquait d'essuyer ses fureurs. Il traitait les généraux comme des laquais, et nombreux sont ceux qui ne lui pardonnaient pas ses écarts de langage. Il avait la menace facile. « Je vous ferai fusiller !» revenait souvent dans sa bouche. On comprend que les généraux ne l'aimaient guère. Il ne cherchait pas d'ailleurs à se faire aimer. En conséquence, ses amis n'étaient pas très nombreux. Quant aux soldats,
il est traité souvent comme ses enfants. Des enfants qu'on corrige quand c'est nécessaire, pour leur bien, et parce qu'il les aimait. Car il les aimait incontestablement et savait leur parler. Au matin de la fameuse bataille d'Auerstadt, il leur lança: le grand Frédéric a dit que c'étaient les gros bataillons qui gagnaient les victoires. Il a menti. Ce sont les plus entêtés. Et vous le serez comme votre maréchal. En avant! Et à Eylau, il s'écrie: les braves mourront ici. Les lâches iront mourir en Sibérie. Je disais précédemment que ses amis n'étaient pas très nombreux, mais ils lui étaient fidèles, et lui-même était un ami sur lequel on savait que l'on pouvait compter en toutes circonstances. Parmi ses amis se trouvait le général Desaix, un proche de Bonaparte, et c'est Desaix qui présenta Davout à Bonaparte en mars 1798. Cette première rencontre ne fut pas une réussite, à proprement parler. Et pourtant, contre toute attente, Bonaparte le choisit pour préparer l'expédition d'Égypte. Il le choisit, en dépit de son inexpérience revendiquée, et il l'envoie à Toulon. En mai, Davout s'embarque à Marseille, à bord de l'Alceste. Il reçoit très vite le commandement de la cavalerie de Desaix, en remplacement du général de brigade François Mireur, tué par un tireur isolé. Il se signale tout particulièrement lors de la bataille des Pyramides, et il ouvre les portes du Caire à notre armée. Nommé général de division, cette fois-ci il accepte sa nomination, il prend le commandement de l'armée d'Italie le 2 juillet 1800. Lors de la seconde campagne d'Italie, il s'illustre à la bataille de Pozzolo, où il force le passage de Mincio et décide du sort de la journée. Ce brillant fait d'armes le fait considérer à son retour à Paris en mai 1801 comme un grand soldat que ses amis Junot et Marmont vont introduire dans le cercle des habitués de la Malmaison, afin qu'ils puissent se faire mieux connaître de Bonaparte. Et cette fois-ci, tout se passe bien entre les deux hommes. Davout, mis en confiance, se livre, et le premier consul découvre, en plus du grand soldat, un homme dévoué et déterminé, un excellent organisateur militaire, qui a le souci de l'instruction de ses hommes et de la discipline, et un homme profondément humain. Il en est très vite persuadé. Il tient là une perle rare qu'il serait vital de toujours conserver à ses côtés. Il trouve aussi en lui un formidable magicien capable de métamorphoser les armées débraillées et indisciplinées de la République, mais pas au moyen d'une baguette magique, mais par la seule force de sa volonté. Bonaparte le nomme inspecteur général des troupes à cheval, puis commandant des grenadiers à pied de la garde consulaire au mois de novembre. Signe de son intérêt et de sa confiance grandissante en Davout, il décide de le marier à Aimée Leclerc, la sœur du général Leclerc, son beau-frère, une fraîche et belle personne qui de surcroît lui apportait une dot de 150 000 francs. Davout n'avait connu jusque-là que des déboires conjugaux. Divorcé et veuf, c'était un cœur à prendre, mais un cœur en lambeaux. Le mariage est célébré le 9 novembre 1801. Davout est le plus heureux des hommes. Aimée lui donnera 8 enfants et sera une bonne épouse et une mère aimante.
Mais, malgré ses indéniables qualités de cœur, elle ne réussit pas à se faire aimer à la cour en raison de son abord sévère. La mort de plusieurs de ses enfants en bas âge ne fera qu'accentuer son austérité. Alors Davout, pourtant très amoureux de sa femme et prêt à toutes les folies pour lui plaire, s'en éloigna peu à peu, ce qui agaça au plus haut point Napoléon, et il la trompa souvent au cours des campagnes. Aimée survécut 45 ans à son époux, et elle sera, sous le Second Empire, l'un des derniers témoins des splendeurs du premier. En mai 1804, à 34 ans, Louis-Nicolas Davout est le plus jeune des maréchaux de la première promotion des maréchaux d'Empire. Dans les années qui suivirent, il va se créer une réputation qui lui vaudra d'être appelé le maréchal de fer. Il participa aux victoires mémorables d'Ulm et d'Austerlitz, et il apparaîtra vite, au vu de ses nombreux succès, comme l'un des plus grands maréchaux de l'Empire, sinon le plus grand. Son plus beau coup d'éclat, il le doit à la campagne de 1806 contre la Prusse. Avec un corps d'armée en nette infériorité numérique, il parviendra à culbuter les forces prussiennes commandées par le duc de Brunswick à la bataille d'Auerstadt, le 14 octobre 1806, au cours de laquelle un boulet de canon lui frôle la tête. À cette bataille se distingua particulièrement le général Charles-Étienne Gudin. Le général Charles-Étienne Gudin qui commandait une division sous les ordres de Davout et qui deviendra l'un de ses amis, et on a vu qu'il en avait fort peu. Aucune des journées des guerres de la Révolution n'offrit une lutte aussi disproportionnée, avec un succès aussi éclatant, déclarera le stratège militaire suisse Antoine de Jomini, qui y participa. À l'issue de celle-ci, Napoléon dira de Davout: « Le maréchal Davout a une affaire superbe. Il a battu seul 16 000 Prussiens. » En récompense, il obtiendra l'autorisation d'être le premier à entrer à Berlin avec son corps d'armée, et il sera fait duc d'Auerstadt. Pourtant, il semblerait que Napoléon, qui remporta le même jour qu'Auerstadt la bataille d'Iéna, ne mesura pas sur le moment même ce remarquable fait d'armes de Davout et l'importance de cette bataille qui passa au second plan, éclipsée par Iéna. Quand l'aide de camp de Davout vint lui annoncer le chiffre des pertes subies par l'ennemi, Napoléon s'écria ironiquement: « Votre maréchal n'y voit pas d'ordinaire. » Il avait une vue très basse et portait des lunettes. « Il a vu double hier. » Le 5e bulletin de la Grande Armée du 15 octobre, le lendemain des deux batailles, ne mentionnera même pas le nom de Auerstadt. C'est toujours avec succès que Davout continuera à servir l'empereur dans les batailles suivantes, notamment à Eylau, où il commandait l'aile droite de la Grande Armée face aux Russes. « Regardez ce Davout comme il manœuvre !» s'écria Napoléon en avril 1809 lors de la bataille d'Eckmühl. « Il va encore me gagner cette bataille-là !» À la suite de cette nouvelle victoire, Davout est créé prince d'Eckmühl. La paix retrouvée, Davout sera fait le 1er janvier 1810 commandant en chef de l'armée d'Allemagne, puis s'occupera de la mise en place du blocus continental sur les villes hanséatiques, où il traquera avec succès la contrebande qui asphyxiait toute la région, en
en même temps qu'il démantèlera un système de corruption et de malversation financière visant à contourner le blocus et qui impliquait de nombreux dignitaires d'empire. Là encore, il ne se fit pas des amis. Rentré à Paris en février 1810, c'est en qualité de prince d'Empire qu'il assiste aux cérémonies du mariage de Napoléon et de Marie-Louise. Mais le vent commence à tourner défavorablement pour Napoléon avec la campagne de Russie. La politique de la terre brûlée menée par les Russes déconcerte la grande armée et divise les maréchaux sur l'attitude à adopter. Le 18 août, poursuivant les forces russes, Ney se heurte à leur arrière-garde sur la colline de Valoutina et le général Gudin trouve la mort, ce qui affecte profondément Davout, qui pleure à chaudes larmes en apprenant la nouvelle. Les restes du valeureux général Gudin ne seront retrouvés en Russie qu'en 2019. Arrivé en France le 13 juillet 2021, le général Gudin sera inhumé solennellement aux Invalides le 2 décembre 2021, jour anniversaire de la bataille d'Austerlitz, mais aussi du sacre de Napoléon. Au cours de la terrible bataille, la terrible campagne de Russie, on finit par relever Ney, dont les troupes sont harassées. Davout est alors placé au service de l'avant-garde aux côtés de Murat. Leur caractère étant antagoniste, l'empereur décida de n'en subordonner aucun à l'autre, afin de ménager leur susceptibilité. Mais le remède fut pire que le mal, et cette situation compliquera le commandement de l'ensemble jusqu'à la bataille de la Moskowa, au cours de laquelle Davout est frappé par un boulet. Sa chute est si brutale que le général Sorbier, témoin de la scène, le croit mort. Et il n'en est rien. Mais c'est Murat qui le remplaça alors que le baron Larrey, le chirurgien en chef de la Grande Armée, lui portait les premiers secours. Bien que fortement commotionné et parvenant péniblement à tenir à cheval, il reprend néanmoins le combat, mais reste cantonné à un rôle secondaire. Mais il reste vaillant et déterminé. Lors de la retraite de Russie, le comte de Ségur le décrit ainsi. On le voyait encore, suivant son habitude, s'arrêter à tous les défilés, et y restait le dernier de son corps d'armée, renvoyant chacun à son rang, et luttant toujours contre le désordre. Il poussait ses soldats à insulter et à dépouiller de leur butin ceux de leurs compagnons qui jetaient leurs armes, seul moyen de retenir les uns et de punir les autres. Davout, voyez-vous, sera toujours considéré comme un obsédé de l'ordre et de la discipline, en toutes circonstances, dans nos armées. À la suite de la retraite de Russie, Davout s'attelle à réorganiser l'armée et à assurer la défense de nos citadelles et de la ville de Dresde. Davout, invaincu, mais de plus en plus isolé, parviendra à tenir la place de Hambourg et à maintenir l'ordre public tout l'hiver. C'est en vain que les armées russes, prussiennes et suédoises tenteront de s'emparer de la ville et d'ébranler la fermeté à toute épreuve du prince d'Eckmühl, qui tiendra jusqu'à l'abdication de Napoléon en avril 1814. Contrairement à de nombreux maréchaux, Davout, fidèle parmi les fidèles, ne renie pas l'empereur déchu exilé à l'île d'Elbe et ne prête pas serment à Louis XVIII. Il croit toujours en Napoléon et à son hypothétique retour. Il n'a pas tort, puisque le 1er mars 1815, c'est le retour de l'Aigle de l'île d'Elbe. Il débarque sur la côte méditerranéenne à Golfe-Juan. La
L'accueil de la population et des autorités n'est pas franchement chaleureux. En route pour Paris, il arrive à Grenoble, où l'atmosphère se réchauffe pour lui et il est même porté en liesse par la foule. Le 17 mars, il est à Avallon, où il est reçu à la préfecture par le préfet Gameau, beau-frère du maréchal Ney, qui lui ouvre les bras et l'embrasse. Il passe la nuit à l'hôtel de la Poste, place Vauban actuelle, où, depuis 1911, une plaque ovale en marbre rappelle son passage. Le lit en acajou où il dormit fut récupéré par Henri Chanu, propriétaire de l'hôtel du Chapeau Rouge. À Avallon, Napoléon tente de rallier à sa cause le maire, Auguste Rodeau, d'autant plus qu'il sait que la mère de Rodeau avait été une amie très proche de la mère de Davout, Françoise Adélaïde Minard du Vélard. Davout était par ailleurs très populaire à Avallon et dans tout le département de l'Yonne, et à Auxerre, sa statue en bronze, réalisée en 1866 par Auguste Dumont, trône au cœur de la ville. Auguste Rodeau hésita un moment, mais en définitive, il ne se lança pas dans l'aventure de la reconquête, jugeant celle-ci trop aléatoire. Enfin, le 20 mars, Napoléon est à Paris, où il est acclamé. Mais dans la soirée, 2 maréchaux seulement se trouvent aux Tuileries pour l'accueillir, Davout et Lefebvre. Le second, perdu dans la foule, est à peine remarqué par tout le monde, même par Napoléon. Le premier, affectueusement reçu. Sa marche triomphale depuis Grenoble n'a pas dissimulé à ses yeux, aux yeux de Napoléon, les difficultés politiques auxquelles il allait être confronté. C'est pourquoi il n'entend pas perdre de temps, et sitôt arrivé dans son palais, il s'occupe de former un gouvernement qui aura la rude tâche de faire la paix ou la guerre. Pour celui-ci, Davout lui était nécessaire. Son attitude depuis le retour des Bourbons était un titre à la reconnaissance impériale et une garantie de loyauté. Enfermé avec lui dans son cabinet, Napoléon lui offre aussitôt le portefeuille de la guerre. Le prince d'Egmoul le refusa formellement. Il ne se croyait pas indispensable et ne se sentait pas l'étoffe d'un ministre. C'est alors que se produisit l'inimaginable. Napoléon tombe à son masque de chef d'État, sûr de lui et de ses alliances, pour montrer son vrai visage du retour de l'île d'Elbe, celui d'un aventurier, riche seulement de l'enthousiasme de ses partisans. Il se dévoile entièrement devant Davout médusé. Il apparaît humble et presque déférent envers celui qu'il sollicite. Il ferait presque pitié. « Je vais vous parler à cœur ouvert, lui dit-il. Je vais tout vous dire. Je dois laisser croire que j'agis de concert avec mon beau-père, l'empereur d'Autriche. On annonce de tous côtés que l'impératrice est en route avec le roi de Rome, qu'elle va arriver d'un jour à l'autre. La vérité est qu'il n'en est rien, que je suis seul en face de l'Europe. Voilà ma situation réelle. Voulez-vous m'abandonner ?» Poser ainsi la question, c'était y répondre. « Sire, dit Davout, visiblement ému, je n'ai qu'une réponse à faire. J'accepte le ministère. » Davout fut donc le ministre de la guerre dès 100 jours. Il prit très à cœur ses fonctions, et il se montra partout actif, sévère, ordonné,
mais impérieux, brutal, vindicatif. Cependant, alors que le temps presse, les difficultés qu'il rencontre sont immenses. Les caisses sont vides. Mais il prend les problèmes à bras-le-corps. Et en 3 mois, il parvient à reconstituer un parc de 41 000 montures destinées à la cavalerie et de 17 000 pour l'artillerie, ainsi que 12 millions de cartouches et plus de 100 000 uniformes et paires de chaussures. Mais si Davout parvint à rééquiper l'armée en un temps record, la France n'a plus de ressources disponibles. La campagne de 1815 se doit d'être victorieuse. À l'ouverture de la campagne, Napoléon dispose d'une masse de manœuvre de 28 000 combattants articulés en 8 corps d'armée. En vain, Davout demande à être déchargé de ses fonctions et à recevoir un commandement sur le terrain. Mais l'empereur veut qu'il reste à Paris pour tenir la capitale en main en cas de problème. Les relations entre les deux hommes restent toujours étroites, mais de plus en plus difficiles. Davout est anéanti lorsqu'il apprend le désastre de Waterloo. Le 29 juin 1815, il écrit au général Vandamme: « L'empereur a abdiqué après avoir mis la France dans la position la plus critique. Le souvenir qu'il nous a laissé nous impose l'obligation de rien dire contre lui et de laisser à la postérité le soin de le juger. » Après Waterloo, Davout tente d'abord de persuader Napoléon désemparé de poursuivre la lutte. Mais une fois passée l'abdication, c'est lui qui doit se charger de demander à Napoléon de quitter la capitale. Mission douloureuse pour lui, même s'il n'en laisse rien paraître. L'entrevue est orageuse et les deux hommes se séparent très froidement. Davout démissionnera de son ministère le 6 juillet et 3 semaines plus tard, il remet le commandement de ses troupes à Étienne Macdonald, chargé par le roi de les licencier. Il se retire ensuite dans sa propriété de Savigny-sur-Orge. Louis XVIII, qui ne lui pardonne pas d'avoir défendu le maréchal Ney lors de son procès, le privera de ses traitements et le placera même en résidence surveillée à Louviers, dans l'Eure. Ne disposant plus de ses dotations, Davout connaît alors, avec sa femme et ses enfants, une gêne financière importante qui le contraint à vendre presque la totalité de ses biens. C'est donc presque la misère. Le désœuvrement, ses soucis et l'humidité froide de cette région marécageuse ont des répercussions sur sa santé qui décline progressivement. Toutefois, la sanction est levée au bout de 18 mois. Davout revient donc à Savigny. Il retrouvera même son bâton de maréchal en août 1817 et il entrera à la Chambre des Pairs en mars 1819. Afin de l'occuper, tout en le laissant néanmoins éloigné de la capitale, Louis XVIII le nomme également maire de Savigny. En août 1821, Davout perd sa fille aînée, la comtesse Vigier, qui meurt en couche. Son immense chagrin aggrave encore son état de santé. Atteint de phtisie pulmonaire, il obtient l'autorisation de quitter Savigny pour son hôtel parisien de la rue Saint-Dominique, où il meurt de phtisie le 1er juin 1823, à l'âge de 53 ans, après une longue et douloureuse agonie stoïquement supportée. Les obsèques du seul maréchal invaincu de Napoléon
se déroulèrent le 4 juin en présence de quelques maréchaux et d'un grand nombre de généraux et d'officiers, mais sans aucune représentation de la famille royale. Le maréchal Jourdan prononcera son éloge funèbre au nom de l'armée, et le maréchal Suchet fera de même à la Chambre des Pairs. Louis XVIII se serait toutefois associé à cet hommage à travers son président du Conseil, le comte de Villèle, qui, bien qu'ultra-royaliste et détestant Napoléon et son régime, avait prêté serment à l'Empire en 1807 et avait même accepté le poste de maire de son village de Mourville en Haute-Garonne. À Avallon, le maire de la ville, Marie-Claude Champion, rendit un hommage appuyé à l'honnête homme. C'est le qualificatif qu'il utilisa. Le maréchal Davout est inhumé au cimetière du Père-Lachaise, dans le carré des maréchaux, non loin de son ami Masséna et auprès de sa fille Joséphine, dans une tombe toute simple. Il reste pour moi l'un des plus grands maréchaux de Napoléon, peut-être le plus grand, et un soldat d'exception. Mais il fut toujours desservi par son caractère, sa rigueur, sa franchise. Peut-être que sans lui, la gloire de Napoléon n'aurait pas atteint des sommets. C'est la raison pour laquelle je trouve personnellement injuste ce jugement sévère sur Davout de Napoléon à Sainte-Hélène. Il a fini par trahir comme les autres quand il a vu ma cause en péril, et quand il l'a vu perdu, il a voulu conserver ses honneurs et tout ce qu'il me devait de richesse et de grandeur. Toujours à Sainte-Hélène, à une personne de son entourage qui tentait de défendre le maréchal de fer, Napoléon rétorqua sèchement: « Vous ne connaissez pas les hommes, vous ne connaissez pas Davout comme moi. » Permettez-moi d'en douter un peu. Je crois que Napoléon connaissait mal, en fin de compte, l'enfant prodige d'Anoux. Je vous remercie.